Vera Songwe, bonjour. Vous êtes Bon, la secrétaire générale adjointe des Nations Unies et vous êtes secrétaire exécutive de la Commission économique pour l'Afrique. Le grand public ne connaît pas très bien la commission, la commission économique. Est-ce que vous pourrez en deux mots définir sa mission? en principe, sa mission, c'est de créer et innover pour essayer d'arriver à atteindre un Afrique prospère. Comme vous voyez derrière moi, nous avons notre logo qui dit Ideas for a Prosperous Africa. Vous êtes beaucoup dans les études de prospective, vous êtes une boîte à outils pour les chefs d'État africains et les États africains notamment. D'abord, quels sont vos grands chantiers en termes de prospective, en termes d'analyse, en termes d'études? Bon, nous travaillons sur, en quelque sorte, nous avons à la CEA, sur ma direction, ce que nous avons appelé nos 5 directions stratégiques. Nos 5 directions stratégiques comprennent d'abord créer et renforcer la capacité analytique de nos États membres. Deuxième, c'est formuler des cadres macroéconomiques et des politiques macroéconomiques qui mènent une fois à la prospérité économique. Donc là, on regarde un peu toute la question par exemple, de la fiscalité, de la mobilisation de ressources, des questions de politique macroéconomique vis-à-vis, par exemple, les questions sanitaires, les questions de l'éducation. Troisième, une fois qui dit macroéconomie, dit un peu financement de ces politiques. Et donc, nous avons tout un volet sur l'innovation. Comment est-ce que nous pouvons trouver des financements innovants, des financements innovatrices pour financer le développement du continent. Donc, nous parlons des histoires comme ce que nous appelons blended financing, aller vers le marché, les fonds de pension, comment fédérer les fonds de pension pour faire ce travail. Le quatrième volet, c'est cette volet intégration. Donc, nous parlons intégration de l'infrastructure, évidemment. Nous avons, par exemple, nous faisons des études sur le projet de rail Dakar-Djibouti. Nous faisons des études sur comment fédérer les réserves énergétiques pour pouvoir les partager. Donc, on parle des pôles énergétiques sous-continentales. Évidemment, toute la question de la ZLECAf, la zone de libre-échange continentale africain, sur laquelle nous nous acharnons. Et toute cette politique, évidemment, qui va mener à la fin à l'emploi. Parce qu'à la fin, c'est de ça, pour avoir un Afrique prospère, il faut de l'emploi. Et nous pensons que la ZLECAf et tout ce projet d'intégration qui va nous aider aussi à renforcer nos infrastructures routiers, de rail, aérien, évidemment, portuaire, va nous créer de l'emploi. Et puis finalement, nous faisons un plaidoyer pour l'Afrique. Nous faisons un plaidoyer sur les questions de changement climatique. Évidemment, il faudrait la financer, ce changement climatique, l'impact de ce changement climatique sur le continent. Nous faisons un plaidoyer sur la question genre, sur la question de la paix, le Sahel, évidemment, un très grand présent. Donc, ces 5 volets, évidemment, augmentation de capacité, formulation macroéconomique, financement innovatrice, intégration et plaidoyer pour le continent. C'est un peu sur ces grands thèmes que nous nous acharnons. Alors, concrètement, aujourd'hui, on voit le choc de la pandémie continue à faire son effet. Aujourd'hui, l'Afrique est à 25-30 millions de vaccinés. On est en deçà de tous les records. C'est un vrai problème pour la reprise économique pour l'Afrique, non? Évidemment, aujourd'hui, la reprise économique de l'Afrique passe par des vaccinations, passe par des vaccins. Comme vous l'avez si bien dit, je pense que dans beaucoup de pays aujourd'hui, aux États-Unis, nous avoisinons les 60% de vaccinés. En Allemagne, nous sommes à 55%. Je crois que en Angleterre, nous sommes aussi dans les 55%. En Allemagne, 55%. Peut-être en Italie un peu moins, je ne sais pas, en France, peut-être vers les 20-30% aussi. En Afrique, malheureusement, 2,1%. Donc, quand nous pensons un peu à cet continent avec 1,3 milliard de personnes et juste 2,3% qui sont vaccinés, nous voyons un peu cet écart. Aujourd'hui, les Africains ont décidé de prendre un peu leur sort en main
Nous, et je fais partie de cette équipe qui s'appelle l'équipe de l'acquisition de vaccins pour l'Afrique. Nous avons mis ensemble un programme où nous avons pu acheter 400 millions de vaccins avec les ressources africaines, de 400 millions de vaccins Johnson & Johnson, donc c'est one shot. Donc ça veut dire à la fin, nous pourrons vacciner 400 millions de personnes. Je crois que c'est la première fois qu'on a quand même pu acheter, se procurer au moins autant de vaccins. Aujourd'hui, nous regardons un peu le reste du monde et nous disons le problème en fait de l'Afrique sur les vaccins aujourd'hui, c'est pas un problème de ressources, c'est un problème de manque de vaccins à acheter, comme dans tout le monde d'ailleurs. Nous avons une pénurie de vaccins, donc il faut augmenter la capacité de production de vaccins. Et donc sur le continent aussi, nous sommes en train de travailler sur cette augmentation de la capacité de production dans plusieurs pays, le Rwanda, le Sénégal, l'Afrique du Sud, le Ghana, l'Égypte évidemment, le Kenya. Donc nous espérons que d'ici la fin de l'année, nous aurons beaucoup plus de formes de production de vaccins sur le continent et que nous pourrons peut-être éventuellement arriver à avoir les 800 millions. Nous avons besoin de 800 millions de vaccins sur le continent pour arriver à 60 ou 65% de vaccinés. L'autre question qui est fondamentale pour l'Afrique et que vous connaissez parfaitement pour avoir occupé des fonctions à la Banque mondiale, au FMI et dans d'autres institutions, c'est la dette africaine aujourd'hui. Est-ce que la dette avec cette crise-là va peser lourdement et comment aujourd'hui la traiter concrètement? Merci, merci. C'était pas la FMI, c'est la IFC, donc la partie finances publiques privée de la Banque mondiale, l'IFC. La question sur la dette. Évidemment, avant la crise, l'Afrique a plus de 50 pays. Hein. Avant la crise, on avait à peu près 7 pays qui étaient vraiment déjà en état de crise de dette. Et donc, évidemment, sur 50 pays, 7 pays en crise de dette, avec les pays comme le Sud-Soudan, l'Érythrée, le Zimbabwe, qui étaient peut-être déjà en ce que nous appelons, ils étaient dans des pays en arriéré. Donc, en fait, on avait effectivement 3 pays qui étaient effectivement des pays en crise. Aujourd'hui, évidemment, avec le Covid, parce que pour tomber un peu dans cet état de crise, il faudrait 2 choses. Premièrement, qu'on ne peut pas honorer ses obligations. Donc, tout l'intérêt sur le paiement sur la dette, les pays ne peuvent pas le faire. Ce qu'on a quand même constaté, c'est que les pays africains ont été assez résilients. Je crois que c'est ça le mot. On n'a pas vu encore de grands défauts. Nous avons fait le G20 a proposé le cadre de restructuration de la dette. Aujourd'hui, nous avons 3 pays africains, donc l'Éthiopie, la Zambie et le Tchad, qui sont les pays que nous pensons vont peut-être avoir accès à cette cadre. Évidemment, les autres pays n'ont pas encore demandé une restructuration de la dette, quoique la CEA est en train de proposer. Je crois que le problème de la dette n'est pas nécessairement un problème structurel, c'est un problème structurel macroéconomique de nos pays. C'est une question de coût de la dette. Et nous sommes en train de faire l'argumentaire qui dit si nous pouvons réduire le coût de la dette de certains de nos pays, cette question de la soutenabilité de la dette ne sera pas aussi aiguë. Et donc, je donne peut-être l'exemple, quand nous regardons aujourd'hui peut-être la Grèce, quand la Grèce part sur le marché pour emprunter, elle emprunte ses bons de trésor, l'émission est peut-être à 40, ce qu'on appelle 40 basis points. Et par contre, l'Égypte ou l'Afrique du Sud ou le Ghana, ils sont à peu près 600. Évidemment, il y a un facteur de macroéconomie, de la solidité de leurs économies qui compte et qui est inclus dans cet écart de coût de la dette. Mais il y a aussi ce que nous appelons un écart sur un coût de liquidité, de prime de liquidité, qui veut dire qu'une fois que cette dette est émise, est-ce que nous pouvons la revendre, la recycler? Et dans beaucoup de pays en voie de développement, ce n'est pas possible de recycler parce que nous n'avons pas ces institutions de recyclage des bons de trésor et donc des obligations.
Et donc, ce que la CEA est en train de proposer, c'est de dire, est-ce que nous pouvons créer ces institutions de recyclage de bons de trésor et des obligations africains et de tous les marchés frontaliers d'ailleurs. C'est des institutions qui existent en Europe. C'est une institution qui a à peu près 7 000 milliards de recyclage de ressources chaque jour. Aux États-Unis, à peu près 26 000 milliards. Mais dans les pays en voie de développement, cette institution n'existe pas. Donc, ce n'est pas une question de plaidoyer de plus de support, mais c'est vraiment de dire si nous voulons vraiment des marchés efficaces, des marchés fonctionnels, et au fait résoudre un peu cette question de la dette, il va falloir que nous conjuguons avec comment est-ce que nous pouvons réduire le coût de la dette et la faire beaucoup plus abordable, comme on le fait pour les États-Unis, comme on le fait pour les Français, comme on le fait pour les Grecs. Et donc, c'est une solution. Évidemment, la deuxième solution, c'est une solution qui dit comment est-ce que les pays en voie de développement peuvent augmenter leur mobilisation de ressources internes. La mobilisation de ressources internes est très importante. Aujourd'hui, en France, par exemple, la fiscalité, les ressources internes sont à peu près 40% de votre produit intérieur brut. En Afrique, c'est 17%. Donc, vous voyez qu'on est à la moitié. Mais ça, c'est un vrai problème pour l'Afrique. La fiscalité, depuis des années, c'est un sujet qui revient en permanence, mais qui n'est pas traité en profondeur. On voit que ça pénalise complètement le développement de l'Afrique. Vous avez tout à fait raison, parce que nous avons une très grande partie de nos économies qui sont encore dans l'informel, qui reste informel. L'informalité est dominante. Et ce que nous sommes en train de faire peut-être avec des nouvelles technologies de l'information, c'est de voir comment nous pouvons augmenter les cadres de fiscalité. Évidemment, la fiscalité est très liée à ce que nous appelons le contrat social, n'est-ce pas? Si vous pensez que quand vous payez vos impôts, vous allez avoir les services hospitaliers, l'éducation, les routes seront bien faites, le téléphone va bien marcher, je crois que les gens sont plus amenés à payer les impôts. Si cela n'est pas le cas, ou bien si, par exemple, ça prend beaucoup plus de temps, dans certains pays, ça prend 3 mois pour payer les impôts, si ça doit te prendre 3 mois pour payer tes impôts, si tu es un homme d'affaires, on n'a pas le temps. Et à la fin, avec ces situations, on n'arrive pas à augmenter la fiscalité. Évidemment, il y a aussi toute cette question de diversification de nos économies. Et il faudrait que nous puissions diversifier nos économies. C'est pour ça que la ZLECAf est important, parce qu'avec des économies un peu plus diversifiées, on va créer plus d'emplois. Avec plus d'emplois, évidemment, il y a plus de fiscalité. Nous aimerons aussi, et c'est pour ça, quand j'ai parlé un peu de nos 5 directions stratégiques, le plaidoyer, nous faisons une très grande plaidoyer. Nous sommes très contents parce que c'est un sujet qui a été reprise par le G7 et le G20. C'est toute la question autour de financement illicite. Et comme nous le voyons, nous avons quand même pas mal de problèmes avec des industries, les industriels, les investisseurs étrangers qui viennent en Afrique, mais qui ne payent pas les impôts. Mais non seulement ils ne payent pas les impôts, mais il y a beaucoup de corruption, beaucoup de blanchiment d'argent, et nous aimerons travailler aussi sur ça. C'est-à-dire qu'il y a des handicaps profonds qui aussi posent des problèmes. Vous l'avez dit, l'Afrique est connectée à 17% par rapport aux nouvelles technologies. C'est un seuil extrêmement faible. Comment aujourd'hui peut-on parler de l'évolution de l'Afrique, de sa transformation et de son développement avec un ratio aussi faible? Évidemment, les nouvelles technologies de l'information constituent un maillon important, nécessaire, essentiel, si vous voulez, pour le développement de l'Afrique, surtout en sortant de cette crise Covid. Nous avons vu un peu toute l'importance. Aujourd'hui, nous avons à peu près 300 millions d'enfants qui n'ont pas accès à l'école, qui ont vu leur scolarité interrompue à cause du fait qu'ils ne pouvaient pas continuer à aller à l'école. Et donc, je pense que ceux qui avaient accès à l'Internet ont pu continuer leur scolarité. Et ça commence à créer, comme on le dit sur le continent, déjà beaucoup plus d'inégalités dans un continent où nous avions déjà assez d'inégalités. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? La Banque mondiale, la Commission économique pour l'Afrique, nous avons à la Commission économique pour l'Afrique, par exemple, un centre d'excellence digitale où nous sommes en train de travailler avec beaucoup de pays
sur comment est-ce que nous pouvons d'abord augmenter le broadband, comme on dit, parce qu'il faudrait augmenter le réseau. C'est comme construire les routes. Les TIC, c'est un peu comme les routes, n'est-ce pas? Il faut avoir une surface, couvrir beaucoup plus de votre surface territoriale. Deuxièmement, c'est les coûts. Il faut faire en sorte que les coûts deviennent abordables. Ça veut dire qu'il faut augmenter la compétitivité. Encore dans beaucoup de pays africains, nous voyons qu'il y a peut-être juste un ou deux service providers. Et évidemment, quand nous avons cela, nous avons des monopoles. Il faudrait ouvrir le marché, il faudrait un peu plus de compétition. Nous avons vu par exemple en Éthiopie que le marché est en train d'être ouvert. Donc, avec cette compétition, ça devient plus abordable, plus accessible. Et donc, je pense, première chose, il faut ce broadband, il faut une capacité suffisamment forte pour pouvoir apporter du data qui est importante. Il faut une accessibilité, il faudrait que les coûts soient abordables. Nous sommes en train de travailler sur tout ça. Maintenant que je vous parle, au fait, la semaine hier, nous avons fini. Ce que nous sommes en train de faire aussi, c'est de faire des cours par Internet à des filles. Et hier, on a fait 8000 filles qui ont été connectées pour 2 semaines, où on les a appris l'intelligence artificielle, le robotics, la programmation sur le design, parce que nous pensons que l'avenir du travail, le monde du travail, le monde de l'emploi, serait évidemment un monde d'emploi déconnecté, décentralisé, où les gens vont créer chez eux. Et donc, nous pensons qu'au fur et à mesure que nous pouvons peut-être augmenter la capacité de ces filles que nous avons fait, c'est la 3e fois que nous le faisons. On avait fait en Éthiopie avec 3000 jeunes filles sur tout le continent. On a fait au Congo-Brazzaville, encore une fois de plus, avec à peu près 5000 jeunes filles sur tout le continent. Maintenant, on l'a fait la semaine passée sur 2 semaines. Ce cours dure 2 semaines. On a fait la semaine passée, ça va terminer demain, avec 8000 jeunes filles en Afrique centrale, mais centralisées au Cameroun, avec des filles de Yaoundé, de Douala et de Boya. Et vraiment, nous pensons peut-être à la fin de l'année, on aurait fait au moins 10 000 jeunes filles qui auront la capacité eux-mêmes de créer, de faire du design, de travailler sur l'intelligence artificielle. Et nous espérons que comme ça, on va pouvoir créer de l'emploi, créer de l'innovation sur le continent. Certes, il faut regarder le verre à moitié plein. Quand on regarde le décalage, notamment en termes d'emploi pour l'Afrique, c'est véritablement un grand chantier où l'Afrique est vraiment arrive avec des solutions peu recevables. Tellement aujourd'hui, comment attaquer cette dimension de l'emploi des jeunes? De l'employabilité aussi, une question centrale. Comment voyez-vous cette problématique? Avant la crise, ça c'est une très bonne question, avant la crise, on avait besoin de créer au moins 13 à 16 millions d'emplois par an sur le continent pour pouvoir absorber toutes les jeunes qui étaient en train d'entrer dans le marché du travail. Maintenant, avec cette pandémie de Covid et la crise économique, première récession du continent depuis 25 ans, nous estimons que nous devions créer à peu près 16 à 18 millions d'emplois par an pour absorber cette jeunesse. Et évidemment, c'est pour cela que nous pensons qu'il y a trois volets. Premièrement, la diversification de nos économies qui va pouvoir, nous espérons, créer plus d'emplois. Cette diversification passe par le renforcement de nos infrastructures. Nous savons que créer l'emploi, c'est la construction des maisons, la construction des routes, la construction des ports, de l'énergie. Tous ces emplois, les infrastructures créées sont aussi des créateurs d'emplois. Évidemment, nous avons toujours le domaine agricole, où nous avons aujourd'hui 70% de nos populations rurales qui travaillent dans le secteur agricole. Il va falloir que nous innovons, que nous amenons de nouvelles technologies de l'information à ce secteur aussi pour gérer les questions de changement climatique, mais pour gérer aussi la productivité, parce que bien que nous avons 70% du monde rural qui fonctionne dans le monde agricole, la productivité n'est pas aussi élevée qu'elle pourrait l'être. Donc, il faudrait qu'on augmente cette productivité
en augmentant cette productivité, en augmentant la diversification, nous pensons aussi que nous pouvons créer un peu plus d'emplois. Et puis finalement, nous avons tout ce monde de services. 50% du produit intérieur brut du continent aujourd'hui est produit par le secteur service, le tourisme, le secteur financier, l'art et la culture. Et il faudrait promouvoir ce secteur, les télécommunications, toute cette industrie de technologie que nous pensons aujourd'hui, par exemple, pour avoir un docteur au Sénégal, au Rwanda, au Ghana, il y a du télémédecine. Donc, toutes ces ouvertures sur le télémédecine, le back-office service qui est en train de se délocaliser de l'Asie en Afrique. Quand nous partons aujourd'hui au Kenya, nous avons des jeunes ingénieurs qui travaillent pour des grandes boîtes, la NASA aux États-Unis, mais ils sont résidents au Kenya, ils travaillent au Kenya. Et je pense que c'est un peu vers cela que nous voulons aller dans le futur. Et c'est comme ça que nous allons absorber cette chômage. Quand on regarde le poids des énergies, pour vous, quelles sont les solutions ou quelle est la place des solutions innovantes? C'est-à-dire que comment aujourd'hui accélérer le rythme? Les défis sont considérables pour l'Afrique. Les défis sont considérables, mais en regardant ces défis considérables, nous voyons aussi des opportunités immenses. Et on se dit, si nous pouvons transformer ces défis en opportunités, évidemment avec des partenariats, nous avons besoin de travailler en partenariat avec des institutions comme l'AFD, la BEI, la Banque mondiale, mais surtout le secteur privé. Nous écoutons aujourd'hui un secteur privé qui a à peu près 13 000 milliards de financement à la recherche des investissements. Nous sommes un continent qui a besoin d'investissement. Nous sommes un continent où le rendement d'investissement avoisine les 18%. Très difficile d'avoir des rendements comme ça dans des pays développés. Donc, je vois que là, ça présente une opportunité. Nous sommes aussi un marché qui est en train de croître. Et il y a toujours ce que nous appelons en anglais le first mover advantage. Nous pensons que les investisseurs qui vont se délocaliser vers l'Afrique aujourd'hui seront les investisseurs qui seront là pour le long terme. Et que ceux qui sont déjà en Afrique aujourd'hui en profitent et en bénéficient. Et qu'en faisant ces partenariats entre l'Afrique et le reste du monde, à travers la ZLECAf, la zone de libre-échange continentale, nous pensons que nous pouvons trouver des nouvelles créneaux d'emploi, des nouvelles opportunités, et pour l'Afrique, mais pour le reste du monde aussi. Vous sillonnez l'Afrique, vous rencontrez ces responsables politiques. Qu'est-ce qu'ils vous disent particulièrement en s'adressant à vous pour que vous les aidiez dans leur prise de décision? Quelles sont un peu leurs idées, leurs propositions? Mais je pense qu'il y en a trois choses sur lesquelles le continent, je crois, en gros, et surtout ceux que je rencontre le plus, qui sont les ministres de Finances, nous parlons un peu d'une architecture financière mondiale aujourd'hui qui peut-être n'est pas suffisamment appropriée pour les défis d'aujourd'hui. Je crois que nous sommes encore dans un cadre, après la Première Guerre mondiale, comme je dis souvent, après la Première Guerre mondiale, nous avons éliminé le gold standard, on a arrêté de faire les échanges en or. Et après la Deuxième Guerre mondiale, nous avons créé les institutions Bretton Woods, donc la Banque mondiale, le Fonds monétaire, et après, pas si loin de cela, la Banque africaine de développement. Je crois qu'aujourd'hui, nous sommes en train de traverser une autre moment assez important dans l'histoire mondiale économique, du moins. Et il va falloir qu'on innove, il va falloir aujourd'hui, il y en a 75% des pays africains qui sont déjà des pays à revenu moyen intermédiaire. Et nous ne pouvons pas continuer à conjuguer avec ces pays africains comme on conjuguait il y a 20 ans. La preuve, dès qu'on a eu la crise, tout le monde a passé à parler de la dette. Ces pays vont tomber tout de suite dans les problèmes de soutenabilité de la dette. 18 mois après la crise, on n'est pas tombé dans les problèmes. Nous ne sommes plus en 1980. Et donc, il va falloir vraiment que le monde change un peu. Les institutions puissent répondre aux besoins de l'Afrique d'aujourd'hui et pas de l'Afrique d'il y a 20 ans ou d'il y a 60 ans. Et je pense que tous nos dirigeants aujourd'hui se posent cette question. Comment est-ce que nous pouvons peut-être aller un peu plus vers le secteur privé? Comment est-ce que nous pouvons avoir beaucoup plus de financement à des coûts
à équivalence ou avoisinant ce que fait la France, ce que fait l'Italie, ce que fait l'Espagne. Je crois que ce sont ces sujets-là qui intéressent nos dirigeants. Évidemment, il y a toute cette question de la cybersécurité et de l'industrialisation de nos pays qui est devenue aussi une question assez importante et assez profonde, car il faut créer l'emploi pour ces jeunes africains. Vous êtes à la tête de la Commission économique pour l'Afrique depuis 2017. Qu'est-ce que vous voulez qu'on garde de vous? Quelle est votre marque de fabrique? Je crois trois choses si nous voulons aujourd'hui. D'abord, c'est des innovations. C'est un peu je crois que nous avons pu ouvrir à la CEA tout un monde de financement innovant pour le continent qui a permis au continent de s'autonomiser. J'ai toujours parlé quand je suis venue à la Commission économique pour l'Afrique de dire nous avons fait 50 ans d'indépendance politique. Maintenant, nous devons travailler sur l'indépendance économique. Et l'indépendance économique passe par une mobilisation de ressources internes continentales. Et donc, je crois qu'une des choses dont je suis fière, c'est d'avoir pu, je crois, ouvrir ce maillon. Maintenant, nous travaillons beaucoup plus avec les pensions, les fonds de pension africains. Nous travaillons beaucoup plus avec les fonds africains pour trouver des moyens de financer notre développement par l'Afrique avec des financements africains et les financements du marché en général. Conjuguer un peu plus avec le secteur privé, inclure le secteur privé plus profondément dans les débats de développement sur le continent. Donc ça, c'est la première chose. Je crois la deuxième chose, c'est toute cette monde de la technologie, de l'innovation. Nous avons à la CEA et la Communauté économique de l'Afrique créé un centre d'excellence digitale qui aujourd'hui, je pense, a innové sur beaucoup de fronts. Aujourd'hui, nous pouvons faire comment nous appelons ça, census. Normalement, ça prenait 2 ans et demi pour faire how do you say census in French? Le recensement. Normalement, ça prenait 2 ans pour faire le recensement des populations. Nous avons innové et aujourd'hui, ça prend 3 mois. Et c'est important parce qu'en 3 mois, nous pouvons avoir les données sur lesquelles les gouvernements puissent faire leur politique publique. Et si vous imaginez qu'il fallait 2 ans pour faire ces recensements, 2 ans pour les analyser, le temps même de faire la politique publique, c'était 5. Donc, on était toujours en train de courir derrière les politiques publiques. Donc, ça, c'est vraiment la deuxième chose. La Communauté économique pour l'Afrique aussi, nous avons écrit le programme de réforme de comment digitaliser l'Afrique, qui a été adopté par les chefs de l'État continental. Et aujourd'hui, nous sommes en train de faire cette mise en œuvre. Et puis, finalement, je crois sur tout le chemin et toute la question du cadre de l'économie verte, comment est-ce que nous pouvons, je crois que nous avons un peu changé la donne et la conversation autour de cette question de l'économie verte. Je crois que quand nous sommes arrivés à la Commission économique pour l'Afrique, on parlait toujours de « oh, l'Afrique n'a pas contribué, il va falloir faire ceci, il va falloir… » Et je crois que nous, on a décidé de dire non. L'Afrique est déjà en train de contribuer quand nous voyons le bassin du Congo, qui aujourd'hui séquestre 3 ans de carbone, il va falloir que l'Afrique puisse se mettre sur la table et dire nous sommes en train de contribuer, nous avons besoin d'être récompensés légitimement. Ce n'est pas une question, ce n'est pas un plaidoyer. Et je crois que c'est là la question. Nous sommes passés à la Communauté économique de l'Afrique à des plaidoyers, à des dons, à de dire non, dans une économie de marché, si nous faisons quelque chose, nous devons être récompensés et faisons un prix de carbone au lieu de parler de dons et de contributions qui n'arriveront jamais. Est-ce que nous pouvons être d'une façon très transparente mettre un prix sur le carbone et récompenser les pays africains et nous allons peut-être résoudre le problème de mobilisation de ressources domestiques. Donc, je crois que c'est un peu ces 3 volets, financement, innovation dans le monde de la technologie de l'information et dans le monde de changement climatique, où je pense que la CEA, dans ces 4 ans, a vraiment pu se définir et se distinguer. Il y a tant de choses à voir avec vous, l'industrialisation, la ZLECAf, tant d'autres. Vera Songwe, je rappelle que vous êtes la secrétaire générale adjointe des Nations Unies et que vous êtes la secrétaire exécutive de la Commission économique pour l'Afrique. Je vous remercie d'avoir été avec nous pour cette rencontre. Merci. Je vous remercie, Hicham. Je vous remercie beaucoup. Je remercie African Business, African Banker, The New African pour nous avoir invités, avoir pris le temps
regarder et de voir ce que fait la Commission économique pour l'Afrique. Je vous remercie. À très bientôt. Au revoir. À très bientôt. Merci.